Patrick Ruffuet et Aristide Mono donnent une interprétation à la déclaration de Maurice Kamto sur l'économie camerounaise. Patrick Ruffuet est quand même allé très loin en disant à Maurice Kamto de rester sur les affaires de droit parce qu'en économie, il ne s'en sort pas. Dieu merci qu'Aristide Mono était là pour recadrer les faits. Tous deux étaient invités de Duval Fangois sur droit de réponse ce dimanche 3 novembre 2024. La suite, c'est le débat. De payage, non, notamment de pesage. Hein, lorsque vous avez évoqué le corridor Douala Bangui ou Douala Djamena, la corruption endémique qui perturbe, qui empêche un véritable décollage économique. On a des pays avec lesquels on avait le même niveau de développement en 1960. Le professeur Kamto parle de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, environ 7% de taux de croissance annuel, alors qu'au Cameroun, on a du mal à atteindre 4%. Et évidemment, lorsqu'on regarde le produit intérieur brut aujourd'hui, alors qu'on a du mal à atteindre 52 milliards de dollars, eh bien la Côte d'Ivoire en est à 87 milliards. Ce n'est qu'un exemple qu'il prend. Il revient également sur la question de la hausse des prix des produits alimentaires qui atteint les 7,6%, bien évidemment exacerbé par la montée des prix du carburant, des prix du transport. Avant de revenir sur le robinet d'eau tiède économique de Maurice Kamto, vous me permettrez de faire une incise parce qu'il y a des propos qui ont été tenus et auxquels je tiens à... Je vous prie de le faire rapidement pour qu'on avance parce qu'on a encore... J'ai entendu M. Willy Mengue nous dire que la présence à une réunion vaut mieux qu'une signature. Et d'ailleurs, certains sur le plateau semblaient acquiescer. Ce qui signifie donc, si on va dans son sens, que la présence d'un vice-président du MRC à une réunion on a cotisé pour financer l'achat d'armes des Amazoniens vaut engagement pour cet achat d'armes-là. Cela signifie que lorsque un militant, membre du directoire du MRC, dit que lui il confie les soldats de la République du Cameroun à Field Marshal, ça engage également le MRC. Non, ce n'est pas sérieux. On ne peut pas venir tenir ce genre de discours ici parce que ce raisonnement par association-là, on peut tous le faire et c'est très malsain. Deuxième chose, Monsieur Mono a fait un certain nombre d'allégations sur les détournements et la corruption. Moi, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Si Monsieur Mono a connaissance de situations dans lesquelles, pour un marché public, il y a eu de la corruption, si vous le savez, vous faites une dénonciation aux autorités judiciaires. Et venir prétendre ici, permettez. Vous vous êtes exprimé, je ne vous ai pas coupé. Pourquoi vous êtes aussi malsain? Mais si vous avez connaissance de ces éléments, portez-les devant la justice, le tribunal s'en saisira et on dira le droit. Mais ça ne sert à rien de venir alléguer ici simplement parce que vous voulez relativiser un élément qui est plus important. Ça apparaît dans les rapports de la CONAC. Ça apparaît dans les rapports de la CONAC et ça fait l'objet de situation, ça fait l'objet de poursuites. Je n'ai pas entendu M. Mono citer les rapports de la CONAC. Je comprends que vous vouliez venir à son secours parce qu'il a en difficulté. C'est pas nécessaire. Permettez-moi. Construite, c'est 80 km qui vont permettre de relier les arrondissements. Et sur ce point-là, il y a une savonnerie à Okola. Peut-être que vous l'ignoriez parce que vous êtes de l'autre côté, mais il y a effectivement des infrastructures, et il y a des industries. Sauf si pour vous, une savonnerie, ce n'est pas une industrie. C'est peut-être modeste pour vous, mais il y a des Camerounais qui y travaillent et qui gagnent leur vie et qui nourrissent leur famille grâce à cette savonnerie-là. Et la marque du savon, c'est quoi? Maintenant, j'en viens à l'analyse, je veux dire au résumé, au robinet d'eau tiède que Maurice Kamto nous a servi. Moi, je voudrais conseiller au professeur de s'en tenir au droit, qui est un domaine pour lequel il est un as, et de laisser l'économie à ceux qui la maîtrisent. Parce que quand j'entends parler d'analyse, non, tous les éléments qu'il a évoqués sont des éléments qui se trouvent dans les rapports étatiques. Ce sont des éléments qui se trouvent dans les rapports étatiques. Nous rappeler que l'année dernière, on a eu une inflation à 7,6.
Oui, effectivement, on a eu une inflation à 7,6. Mais il faut la signaler dans le rapport. Oui, mais je dis en citant justement les sources officielles. Voilà, je dis donc que ce n'est pas une analyse, c'est simplement... Il a colligé un certain nombre de données qui sont des données du gouvernement. Il n'invente rien en rappelant que nous avons une croissance molle, puisque ça fait consensus. Et quand vous regardez notre courbe de la croissance, effectivement, depuis 2014, une seule fois, nous avons été au-dessus des 5%. Donc nous avons effectivement une croissance... On est donc d'accord sur les faits. Maintenant, sur les solutions qui croissance molle. Comment vous les trouvez? Permettez, je vais y arriver. Non, il faut qu'on avance. Nous avons effectivement une croissance molle. Mais écoutez, ce n'est pas en luttant simplement contre la corruption que vous boostez la croissance. Ça, je suis désolé. Effectivement, si vous luttez efficacement contre la corruption, vous pouvez améliorer le niveau de prélèvement. Mais ce n'est pas en luttant contre la corruption que vous boostez la croissance. Le gouvernement a lui-même fait le constat qu'on a une croissance qui n'est pas assez dynamique pour nous permettre d'atteindre l'émergence, puisque la trajectoire pour l'émergence, c'est 8%. C'est ce que le SND dit. Et je crois savoir, parce que j'ai assisté à ces travaux-là, je crois savoir que le gouvernement est en train de travailler sur un certain nombre de réformes qui doivent justement lui permettre de rattraper les 2,3 points de croissance qui nous manquent pour passer de manière durable au-dessus des 5%. Il y a des travaux qui 4%. sont... Je dis au-dessus des 5%, parce qu'il faut qu'on soit de manière régulière au-dessus de 5%. Si on veut être sur une trajectoire de l'émergence, c'est ça. En 2035, c'était 10%. Non, c'était 8%. La trajectoire idéale, c'est 8%. Mais en principe, même avec 6%, si on est constant autour de 6%, on peut atteindre l'émergence. Maintenant, les piliers sur lesquels repose cette stratégie gouvernementale, c'est une loi sur le crédit hypothécaire, et puis c'est deux autres mesures qui sont en train d'être travaillées en ce moment au niveau du Premier ministère. Donc, qui est la corruption, le problème de l'évasion des recettes, l'érosion des recettes fiscales ne concerne pas seulement la corruption. Ça concerne... Si on dit que c'est la corruption, ça signifie que ça ne concerne que... Il a dit restructuration profonde orientée vers des investissements productifs et lutte sérieuse contre la corruption. Oui. Il dit par exemple qu'il faut récupérer et réinvestir les 30% du produit intérieur brut qui disparaissent chaque année dans les circuits mafieux. Mais monsieur Duval, c'est bien de vouloir s'attaquer à l'économie souterraine, parce que quand il parle de 30% du PIB sur lesquels effectivement le gouvernement ne peut pas prélever de la fiscalité, cela tient premièrement à la structure de notre économie. Mais vous pensez que vous allez modifier la structure d'une économie qui est aujourd'hui à peu près à 90% informelle, et donc qui va avoir une bonne part d'informel, qui va avoir une bonne part d'économie souterraine? Non, c'est difficile. Le sujet, c'est effectivement de booster la croissance, mais pour booster la croissance, il y a des mesures qui sont des mesures fiscales, il y a des mesures qui sont des mesures juridiques. Et c'est pour ça qu'il est important que le texte sur le crédit hypothécaire, par exemple, passe. C'est ce que le ministère des Finances et le Premier ministère, ce sur quoi le ministère des Finances et le Premier ministère sont en train de travailler. Alors, Aristide Monod, lorsque vous écoutez le professeur Moïse Kamto dans cette sortie, il dit qu'il y a une corruption endémique qui est surrelativement excessive, il y a une mauvaise gestion des finances publiques. La conséquence, entre autres, c'est la hausse des prix alimentaires de 7% exacerbée par la montée du prix du carburant, du prix du transport, plus de 14%. Aujourd'hui, les chiffres sont connus, près de 38% de la population vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté qui est fixé à 813 francs. Il y a un certain nombre de données qui présentent, et lorsqu'on regarde la situation actuelle, au-delà de la hausse des prix, on parle maintenant de l'augmentation du prix du kilowatt d'énergie électrique. Il y a également les investisseurs qui de plus en plus se traînent les pieds lorsqu'il faut prendre la destination au Cameroun. Alors est-ce qu'il faut conclure que tous les signaux sont rouges pour ce qui concerne l'économie et la vie chère dans notre pays? Duval, lorsqu'on s'exprime dans des environnements comme concernant la dette, il dit qu'on ne peut pas prendre l'argent ailleurs avec des gros intérêts et on vient mettre l'argent là dans les choses qui ne produisent absolument rien. Vous partez dans une tontine, vous prenez 1 million,
les 1 million, là, vous venez acheter les chaises à la maison. Vous allez rembourser l'argent là, comment? Les chaises vont vous rapporter quoi? Quand vous allez mettre, on va dire que oui, vous êtes un grand type au quartier. Il dit donc qu'on doit prendre de l'argent là. On peut plutôt mettre dans des secteurs comme l'agriculture. On sait qu'on va mettre le maïs, ça va produire et maintenant on va rembourser l'argent. Voilà la première chose qu'il note. La deuxième chose qu'il note, c'est que on peut prendre l'argent dans les tontines, donc chez les bailleurs de fonds internationaux, avec des taux d'intérêt élevés, pour venir rembourser les autres dettes qu'on doit aux gens. Les anciennes dettes. Ça veut dire que on vous cherche, M. Duval, que vous devez 100 000 francs à quelqu'un. Et M. Edmond, 100 000 francs. Vous remboursez d'abord. Maintenant, M. Edmond, le jour qu'il vient aussi vous arrêter, vous cherchez Willy Mengue. Trouve-moi encore 100 000 francs. Toutes ces dettes-là, il y a des intérêts et vous accumulez. Voilà la deuxième chose. La troisième chose, c'est que vous partez même encore prêter l'argent juste pour venir, tellement les intérêts sont élevés que ça dépasse déjà le capital. Vous partez maintenant prêter l'argent pour encore donner. Et entre-temps, l'argent même, quand on vous donne cet argent-là, pour venir investir, vous prenez l'argent, vous mangez avec. On vous donne l'argent pour venir payer les intérêts, vous mangez avec. En 2004, je crois en 2004, c'est là où on atteint le point 2006, on atteint le point d'achèvement. Le point d'achèvement veut dire que ceux qui nous prêtent souvent l'argent avaient estimé qu'on ne doit plus nous prêter. Et au niveau où on est arrivé là, on ne peut plus rembourser. La seule chose, c'est qu'ils nous aident à faire des remises. Donc ça veut dire que, bon, au lieu de leur donner peut-être 100 000, on va peut-être donner 2 000 francs. On nous a donc demandé de remplir un bon nombre de conditions. On a traîné comme ça là, pendant des années. Finalement, on a atteint ces conditions. On nous a donc dit, ok, on vous remet, on vous fait des remises et on peut encore vous prêter de l'argent. Mais 20 ans après, nous voilà, on court encore dans la même situation. Ça veut dire qu'on est en train de prendre le cran encore de notre plan d'ajustement structurel qui va nous mettre le courrier au cou. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Il propose donc qu'on arrête avec les détournements des fonds publics. Ça veut dire que l'argent qu'on part prendre chez les gens pour rembourser après avec des taux d'intérêt élevés, qu'on essaye de ne plus le détourner et qu'on essaie également d'investir. Donc je crois qu'on n'a pas besoin de cours de philosophie pour comprendre quelque chose d'aussi simple. Et il estime donc que l'impact, c'est la vie chère. Et la vie chère aujourd'hui, c'est quoi? La vie chère ne veut dire pas que les choses sont devenues chères. La vie chère veut dire qu'on n'a pas l'argent pour acheter ce qui est devenu cher. Parce que les choses peuvent être chères, mais si vous avez l'argent, même si vous mettez ça à 100 000, on va acheter. Parce qu'on a l'argent qui nous permet. Or, la vie chère, pour qu'on ait donc l'argent, il faut qu'il y ait croissance. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des richesses. Il faut qu'il y ait de l'emploi. Il faut qu'il y ait de l'industrialisation. Okay. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a des investisseurs. Nous, on a la chance, Duval, aujourd'hui, d'être consultés par des investisseurs des pays étrangers. Le premier élément aujourd'hui, toutes les discussions que j'ai avec ces partenaires, en tout cas ces potentiels investisseurs au Cameroun, parce que je le fais dans le compte d'un cabinet, la première des choses, c'est que s'il n'y a pas risque de guerre civile chez vous là-bas, au Cameroun. Voilà l'élément fondamental. Donc, vous pouvez dire non, vraiment, il y a les terres riches au Cameroun, il y a ceci et cela, mais si l'environnement des affaires n'a aucune garantie, ils ne viendront pas même si vous avez de l'or. Donc, aujourd'hui, le fait qu'on ait une épée de Damoclès tant sur la tête de l'avenir du Cameroun fait fuir les investisseurs. Alors, non, vous n'avez aucun élément parce que pour le moment, le Cameroun est dans une situation d'impasse. Non, je ne l'ai pas dit, mais ne soyez pas également péremptoire comme si vous avez lu ça dans une Bible. Et non, combien il y a quand même si au niveau de l'île. Ben, avant de reprendre cette question, je m'en voudrais de ne pas faire une précision tout à l'heure, parce que